Elle se tenait dans la cuisine que J avait construite pour sa belle-mère et M a dit que je n'étais plus capable de vivre seule. Ma belle-fille, avec sa manucure française impeccable et sa voix qui ressemblait à un sourire tiré à l'extrême, M a tendu une brochure pour une résidence médicalisée de haut standing sur la côte des Azurs et M a dit que je devrais être reconnaissant qu'il soit là pour m'aider. Mon fils se tenait derrière elle, hochant la tête, sans me regarder. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle essayait de placer en maison de retraite avait discrètement vendu 2 brevets médicaux le printemps précédent pour 35 millions d'euros. Et elle n'avait absolument aucune idée que la maison dont elle prenait déjà les mesures pour de nouveaux rideaux n'était pas la sienne. Elle ne l'avait d'ailleurs jamais été. J'y ai simplement plié la brochure en deux, je l'ai glissée dans la poche de ma chemise et j'y ai dit « Laissez-moi y réfléchir ». Elle a souri comme si elle avait déjà gagné. Je m'appelle Jean-Marc. J'y ai 68 ans. J'y ai passé 32 ans en tant que chirurgien cardiaque dans un grand hôpital de Lyon. J'y ouvre des poitrines pour gagner ma vie. J'y ai tenu des cœurs battants entre mes mains. J'y ai des nerfs d'acier. Je ne dis pas cela pour me vanter, mais parce que c'est important. Ce qui a suivi a exigé toute la force mentale que je m'étais forgée au fil des années. Ma femme, Sylvie, est décédée il y a 3 ans. Un cancer du pancréas, 14 mois entre le diagnostic et ce fameux matin. Je me suis assis à côté d'elle dans le silence de notre chambre et je lui ai tenu la main jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Elle était l'architecte de tout ce que j'y avais bâti. Le domaine, les jardins, la vie que nous avions créée ici, dans la Drôme provençale. Tout était son idée, et j'y ai simplement eu le bon sens de dire oui à chacune d'entre elles. Nous avons eu 2 enfants. Ma fille Camille a 42 ans. Elle vit à Strasbourg avec son mari et ses 2 enfants, et elle m'appelle tous les dimanches sans faute. C'est la fille de sa mère. De bons instincts. Honnête à l'extrême. Elle ne fait pas partie de cette histoire de manière négative, ce qui est une grâce dont je suis encore reconnaissant. Mon fils Maxime a 39 ans. Il est intelligent, de cette manière dont on peut être intelligent sans jamais rien apprendre vraiment. Il a épousé ma belle-fille il y a 6 ans, et dès le début, quelque chose dans un coin de ma tête a déclenché un signal des alarmes silencieux que j'y ai choisi d'ignorer. J'y ai eu tort de l'ignorer. C'est une chose avec laquelle j'y ai dû apprendre à vivre. Ma belle-fille a grandi à Neuilly-sur-Seine et avait, dès après ce que j'y ai pu observer, passé toute sa vie d'adulte à calculer la distance entre là où elle était et là où elle voulait être. Elle était charmante à la manière d'une porte verrouillée, parfaitement finie de l'extérieur, mais sans aucune intention de vous laisser entrer un jour. Elle m'a appelé « beau papa » dès notre premier repas de Noël. Ça m'a toujours fait l'effet d'une clé qu'on teste dans une serrure. Il vivait dans un appartement à Paris. Maxime travaillait dans l'immobilier des entreprises, ce qui signifie qu'il connaissait la valeur de tout et le coût de presque rien. Ma belle-fille, Chloé, ne travaillait pas, ce qu'elle décrivait comme un choix de vie, et que je comprenais comme une stratégie. Ils sont arrivés un samedi dès octobre, juste au moment où les feuilles des vignes changeaient de couleur. Ils ont dit qu'ils venaient pour un long week-end. Ils ont apporté 4 valises. J'y aurais dû compter les valises. Ils ont franchi la porte des entrées. Avant même que j'y ai fini de préparer le café, ma belle-fille a parcouru la maison avec des yeux qui bougeaient comme ceux d'un commissaire-priseur, s'arrêtant sur le miroir ancien de Sylvie dans l'entrée, balayant le grand salon avec sa cheminée en pierre de taille, et s'attardant sur la baie vitrée qui donne sur 25 hectares de champs de lavande et de ciel ouvert. Elle a posé une main sur la vitre et a poussé un long soupir. « Jean-Marc » a-t-elle dit, utilisant mon prénom au lieu de beau papa pour la première fois en 6 ans. Cet endroit est un gâchis absolu pour une seule personne. J'y ai regardé mon fils. Il fixait son téléphone. Ce soir-là, pendant le dîner, ils ont abattu leurs cartes. Ils allaient rester, non pas pour un week-end, mais indéfiniment. Ils ont présenté cela comme de l'inquiétude. Maxime a dit que j'y étais trop isolé. Qu'un homme de mon âge ne devrait pas errer seul dans une propriété de 25 hectares sans personne pour veiller sur lui. Ma belle-fille a ajouté qu'elle avait lu des articles sur les altérations cognitives liées à l'âge et sur l'importance, pour les personnes âgées, d'avoir des structures de soutien. Elle a prononcé le mot « cognitif » de la même manière que quelqu'un qui veut vous faire entendre le mot « démence » sans avoir à le dire à voix haute. J'y ai demandé ce qui avait changé. Mon fils a répondu que rien n'avait changé, qu'ils étaient juste inquiets. J'y ai remarqué qu'ils avaient déjà installé leurs affaires de toilette dans la salle de bain principale au bout du couloir. J'y ai dit, c'est bien d'avoir sa famille près de soi. Je voulais que ce soit chaleureux.
Je crois qu'ils l'ont pris pour une capitulation. En l'espace de 2 semaines, ma belle-fille avait remplacé les compositions florales de Sylvie par quelque chose qu'elle qualifiait d'épuré. Elle a eu une conversation avec notre paysagiste à laquelle je n'ai pas été convié, et 2 des massifs de rosiers de Sylvie ont été arrachés pour agrandir la terrasse arrière. Je suis resté à la fenêtre et je les ai regardés arracher ces buissons. Je n'ai rien dit. Je suis juste allé dans mon bureau et j'y ai fermé la porte. Mon fils a commencé à parler du domaine de la même façon que ma belle-fille parlait de la maison, comme d'une ressource. Il a mentionné à 2 reprises que les 15 hectares à l'arrière de la propriété étaient improductifs et qu'un de ses amis avait des relations avec un promoteur de domaine résidentiel de luxe. Il a dit que le moment était bien choisi. Il a dit que le marché était fort. Il a dit, « Papa, il faut que tu penses à tes liquidités. » J'y ai répondu que j'y réfléchirais. Je réfléchissais à beaucoup de choses dont il n'avait pas conscience. La conversation que je redoutais a eu lieu un mardi matin. J'y étais à la table de la cuisine avec mon café et le journal papier, un vrai journal, que ma belle-fille avait déjà qualifié de « pittoresque » à 2 reprises. Mon fils s'est assis en face de moi. Ma belle-fille se tenait près du plan de travail, à l'endroit où elle allait quand elle voulait paraître désinvolte à propos de quelque chose qu'elle avait déjà répété. Mon fils m'a dit qu'il avait parlé à un avocat. Il a dit qu'il existait un document appelé mandat de protection future, une procuration générale qui lui permettrait de m'aider à gérer mes affaires. Juste par précaution, a-t-il dit, juste pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse agir rapidement si jamais il m'arrivait quelque chose. Il a fait glisser une chemise cartonnée sur la table. Je l'ai ouverte. J'y ai lu la première page. Ce n'était pas une précaution. C'était un transfert. Le document, si je le signais, donnerait à mon fils l'autorité légale absolue sur toutes les décisions financières et médicales de ma vie, chaque compte, chaque actif, chaque choix. J'y ai regardé mon fils. J'y ai dit, « Où as-tu trouvé ça ?» Il a répondu, « Un ami m'a aidé à le rédiger. » J'y ai dit, « Cet ami est avocat. » Il a dit, « Oui. » J'y ai dit, « Dis-moi une chose, Maxime. À quand remonte la dernière fois que tu as pris mon courrier ?» Il a eu l'air confus. Il a dit qu'il l'avait ramassé juste pour m'aider. J'y ai hoché la tête. J'y ai fermé le dossier. J'y ai dit, « Laisse-moi lire ça plus attentivement avant de signer quoi que ce soit. » Je lui ai souri. Je veux juste m'assurer de bien comprendre ce à quoi je m'engage. Il a eu l'air soulagé. Ma belle-fille, depuis le plan de travail, a émis un petit son de satisfaction. J'y ai emporté le dossier dans mon bureau, j'y ai fermé la porte, je me suis assis dans le fauteuil où j'y ai pris toutes les décisions importantes de ma vie d'adulte, et j'y ai pensé à Sylvie. J'y ai pensé à ce qu'elle dirait. Je savais exactement ce qu'elle dirait. Elle dirait, « Jean-Marc, tu l'as élevé. » Mais elle s'était élevée à lui. Et ce n'est pas la même chose. J'y ai pris mon téléphone et j'y ai appelé mon avocat. Il s'appelle Maître Laurent. Nous nous connaissons depuis 22 ans. C'est le genre des hommes qui n'expriment pas des alarmes, mais qu'on entend réfléchir très vite dans les silences entre les phrases. Je lui ai dit ce que contenait le dossier. Je lui ai décrit à quoi avaient ressemblé les 3 dernières semaines. Je lui ai parlé des massifs de rosiers. Il y a eu un de ces silences. Puis Laurent a dit, « Jean-Marc, veux-tu simplement que ça s'arrête, ou veux-tu faire les choses dans les règles de l'art ?» J'y ai dit, « Laurent, j'y ai passé 30 ans à faire les choses dans les règles de l'article. » Il a dit, « Très bien alors. Voici ce que nous allons faire. Je veux que vous compreniez quelque chose sur la suite de ce que je vais vous raconter. Je ne suis pas un homme cruel. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là pour faire la fête. Je suis resté assis dans mon bureau jusqu'à ce que la maison soit silencieuse, et j'y ai regardé la photo de Sylvie sur mon bureau, celle de notre voyage dans les Alpes. Elle était avant qu'elle ne tombe malade, les cheveux au vent, riant de quelque chose que j'y avais dit, et j'y ai ressenti un chagrin si total qu'il n'avait pas de contour. Mon fils avait signé de son nom un document conçu pour m'arracher ma vie des mains. Ma belle-fille lui avait donné le stylo. Je n'ai pas fait ce qui a suivi par vengeance. Je l'ai fait pour quelque chose de plus ancien et de plus silencieux. Je l'ai fait parce que l'ordre doit signifier quelque chose. Parce qu'un homme qui a bâti quelque chose de ses propres mains et avec ses années a le droit de décider de ce qu'il en advient. Je l'ai fait parce que les massifs de rosiers de Sylvie n'étaient plus là, et que quelqu'un devait en répondre. Au matin, le domaine était sous compromis de vente.
Laurent avait dans ses dossiers un promoteur qui appelait pour cette propriété depuis 4 ans. Un homme qui construit des écodomaines de luxe et qui voulait ses 25 hectares avec suffisamment d'ardeur pour avoir fait 3 offres spontanées distinctes au cours de la dernière décennie. Laurent l'a appelé à 19 h. À 22 h, nous avions un accord verbal. À 6 h le lendemain matin, les documents étaient signés et le virement bancaire était initié. Le prix était de 3,8 millions d'euros, soit 200 000 € de moins que ce que Laurent pensait que j'y aurais pu obtenir si j'y avais pris mon temps. Nous n'avons pas pris notre temps. La rapidité était le but. J'y ai également passé un autre coup de téléphone cette nuit-là. Laurent gérait plusieurs de mes actifs via une société civile immobilière, SCI, que j'y avais créée il y a des années, une société dont mon fils connaissait l'existence de la même manière qu'il savait que j'y avais joué du piano autrefois, vaguement, et sans importance, comme un fait concernant la vie de quelqu'un d'autre. La SCI possédait, entre autres, un bien à Lyon, un bel appartement dans le 6e arrondissement, à 4 rue du Parc de la Tête des Ors, avec une petite cour arborée que Sylvie m'avait aidé à aménager. C'était une propriété magnifique. Mon fils et ma belle-fille y vivaient sans payer de loyer réel depuis 2 ans, depuis que leur situation financière à Paris était devenue compliquée. Je le leur avais proposé comme point de chute le temps qu'ils règlent leurs affaires. J'y avais été très clair à l'époque sur le fait que l'appartement m'appartenait. Ils avaient hoché la tête comme si j'y avais dit quelque chose de charmant mais hors de propos. Laurent a appelé son huissier de justice, ou plutôt commissaire de justice, à Lyon le soir même. Le lendemain matin à 7 h, l'huissier était dans sa voiture devant l'immeuble. J'y ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis 3 semaines. Ils sont descendus à 8 h 30. Ma belle-fille en premier, dans son peignoir en soie, se servant du café que j'y avais déjà préparé. Mon fils derrière elle, consultant son téléphone. La matinée était douce et lumineuse. Par les fenêtres, on pouvait voir la campagne drômoise s'étaler, verte et dorée sous le soleil d'octobre. Ma belle-fille s'est versé son café et m'a regardé avec cette douceur particulière qu'elle déployait lorsqu'elle voulait quelque chose. « Jean-Marc, a-t-elle dit, as-tu eu l'occasion de regarder ces documents ?» J'y ai répondu, je l'ai fait. Elle a souri. Et j'y ai ajouté, j'y ai quelques questions pour Laurent. Je le rencontre cet après-midi. Mon fils a levé les yeux de son téléphone. Oh, a-t-il dit, d'un ton prudent. On peut venir avec toi si tu veux, pour te soutenir. J'y ai répondu, ce ne sera pas nécessaire. Ma belle-fille a souri et a bu une gorgée de son café. Le téléphone de mon fils a sonné. Il a regardé l'écran. Son visage a eu une réaction que je ne lui connaissais pas. Un tressaillement rapide et involontaire. Comme un homme qui entend un bruit qu'il ne reconnaît pas et qui ne lui plaît pas. Il a décroché. J'y ai écouté sa part de la conversation. Quoi? Comment ça? Qui? Et alors, ce n'est pas, à quelle adresse? Non, c'est Aimon, nous habitons là. C'est impossible. Il a raccroché et a regardé ma belle-fille. Il y a quelqu'un à l'appartement de Lyon, a-t-il dit, qui remet des papiers officiels. Elle a posé son café. La douceur a quitté son visage comme elle s'est coulé un verre. J'y ai regardé mon journal. Ils me regardaient tous les deux. Jean-Marc, a dit ma belle-fille, et sa voix avait perdu absolument toutes ses tonalités chaleureuses. Que avez-vous fait? J'y ai tourné la page. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, a dit mon fils. Papa, l'appartement de Lyon. Que se passe-t-il? J'y ai dit, tu devrais probablement conduire jusque-là pour voir. Il m'a dévisagé pendant un long moment. Puis il a attrapé ses clés sur le plan de travail et ils ont tous les deux franchi la porte. Et je suis resté assis à la table de la cuisine, dans la maison que j'y avais construite, j'y ai bu mon café, j'y ai écouté les oiseaux dehors et j'y ai respiré. Je veux vous raconter ce que Laurent a reconstitué de la suite des événements, et de ce qui a émergé dans les jours suivants. Ils ont conduit jusqu'à Lyon dans des voitures séparées car, à ce stade, ils ne se parlaient déjà plus. Ma belle-fille est arrivée la première. L'huissier de justice était déjà parti, mais avait glissé une enveloppe dans la boîte aux lettres. Elle l'a déchirée sur le trottoir. C'était une sommation de quitter les lieux. Délivrée par le propriétaire légal du bien, ma SCI, invoquant la résiliation de la convention des occupations précaires avec effet sous 48 heures. Mon fils est arrivé 3 minutes plus tard. Il a lu la vie par-dessus son épaule. Il est entré et a commencé à fouiller frénétiquement dans le classeur de la 2e chambre,
où il gardait ce qu'il croyait être les titres de propriété de l'appartement. Il les a trouvés. Il les a étalés sur la table de la cuisine. Ce n'étaient pas des titres de propriété. C'était un bail. C'était un contrat de location de 10 pages, assorti d'une clause de résiliation stricte, signé par eux 18 mois plus tôt, à l'occasion de leur emménagement. Il leur avait été présenté par le collaborateur de Laurent comme une paperasse de location standard pour des raisons fiscales, puisque le bien était détenu par une structure juridique. Ma belle-fille elle avait signé en 40 secondes. Mon fils elle n'avait pas lu au-delà de la première page. S'il l'avait lu, ils auraient remarqué que les conditions du bail permettaient aux propriétaires d'y mettre fin unilatéralement selon des termes bien précis. Ils auraient remarqué que le propriétaire était ma SCI. Ils auraient remarqué qu'ils étaient décrits tout du long comme des locataires. Ils me louaient l'appartement depuis 18 mois. Le montant mensuel, prélevé sur un compte que j'y avais configuré pour des virements automatiques, était de 800 €, ce qu'ils avaient toujours pris pour une sorte de frais de gestion de copropriété. C'était un loyer. Ma belle-fille a poussé un cri que mon fils a plus tard décrit à Laurent, lorsqu'il s'est présenté au cabinet de Laurent pour chercher une quelconque faille juridique, comme un son qu'il n'avait jamais entendu sortir de la bouche d'un être humain. Elle a lâché le bail sur la table, elle a marché jusqu'à la fenêtre et elle est restée là très longtemps sans parler. Puis elle a dit, il a fait ça exprès. Mon fils a dit, Chloé. Elle s'est retournée et son visage arborait une expression que mon fils n'avait jamais vue et qu'il n'oubliera probablement jamais. Ne t'avise pas, a-t-elle dit. Ne t'avise pas de dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il attendait. Il attendait qu'on fasse le premier pas. Et il attendait de faire ça. Mon fils n'a rien dit. Elle s'est assise à la table de la cuisine, a pris son téléphone et a commencé à appeler des avocats. Personne ne voulait prendre l'affaire. Laurent a une certaine réputation à Lyon, et par extension, les personnes dont il rédige les actes aussi. Mais ma belle-fille a appelé 6 cabinets en 2 heures. Et chacun d'eux lui a dit, avec divers degrés de politesse professionnelle, qu'il n'y avait aucun recours possible. Le bail était valide. La résiliation était valide. La procuration qu'elle avait aidé à rédiger pour mon fils n'était pas encore signée et n'avait donc aucune valeur légale. Elle n'avait rien. Vers le milieu de l'après-midi, mon fils m'a appelé. J'y ai laissé sonner. Il a rappelé 3 fois. Il a envoyé un SMS qui disait « Papa, s'il te plaît, appelle-moi. Ça va trop loin. Est-ce qu'on peut juste parler ?» J'y étais, à ce moment précis, assis dans la salle de réunion de Laurent. C'était une pièce silencieuse au 4e étage d'un immeuble en plein centre-ville, et par les fenêtres, on pouvait voir la presse qui laissait s'étendre en contrebas, comme une carte de la jeunesse de la ville. Laurent avait posé une tasse de café devant moi et examinait les documents de clôture pour la vente du domaine. Tout s'était déroulé sans accroc. Le virement était passé. Le domaine, pour lequel ma belle-fille avait pris des mesures afin d'y installer de nouveaux rideaux, de meilleurs meubles et un brasero pour impressionner ses amis, appartenait à quelqu'un d'autre. Le promoteur a une équipe qui commence les relevés topographiques la semaine prochaine, a dit Laurent. J'y ai hoché la tête. Il m'a regardé. Est-ce que vous allez bien? J'y ai réfléchi à ça. J'y ai répondu, je ne suis pas sûr que bien soit le mot exact. J'y ai regardé mon café. Elle a arraché les roses de Sylvie, Laurent. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, je sais. J'y ai dit, je veux les voir avant de clore ce dossier. Il savait ce que je voulais dire. La semaine précédente, sur mes instructions, il avait envoyé quelqu'un pour constater l'état de la propriété par constat des huissiers, les massifs de roses arrachés, les zones défrichées, les modifications apportées à la chambre des amis, qui avaient été transformées en ce que ma belle-fille appelait un bureau à domicile, et qui contenait désormais un tableau blanc couvert de ce qui semblait être un calendrier pour une planification successorale. Qui n'incluait pas ma participation. Tout avait été acté. Nous nous sommes rencontrés 3 jours plus tard. J'y avais demandé à Laurent d'organiser la réunion à son cabinet et je me suis habillé de la même manière que je me suis habillé pour chaque moment important de ma vie professionnelle, de façon impeccable, soignée, sans précipitation, pas un déguisement, juste la version de moi-même que j'y avais gagné le droit d'être. Mon fils est entré le premier. Il avait vieilli en 3 jours, de la façon dont un homme peut vieillir lorsque le sol sur lequel il se tenait s'avère être tout autre chose. Il s'est assis à l'autre bout de la table et ne m'a pas regardé directement. Il ressemblait à un homme qui avait répété ce qu'il allait dire et qui avait tout oublié.
Ma belle-fille est entrée derrière lui. Je veux vous parler de son visage parce que je pense que c'est important. Le calcul était toujours là. Il ne disparaissait jamais complètement. Je ne pense pas qu'il en soit capable, mais il tournait à vide. Elle était habillée avec beaucoup d'élégance, car elle s'habillerait toujours avec élégance, mais la mise en scène sous les vêtements s'était arrêtée. Elle aime à regarder, et pendant un bref instant, j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. Elle avait l'air effrayée. Laurent a ouvert un classeur sur la table. Il n'a pas fait dans les formules de politesse. Nous sommes ici aujourd'hui, a-t-il dit, parce que mon client, Jean-Marc, a estimé que vous méritiez une conversation directe avant que les procédures officielles ne se terminent. Il ne s'agit pas d'une négociation. Il a laissé cette phrase faire son effet. Vous êtes ici pour écouter et pour recevoir certaines informations. Après quoi, mon client pourra choisir de prendre la parole. Est-ce bien compris? Mon fils a dit oui. Ma belle-fille n'a rien dit. Laurent a exposé les choses méthodiquement. Comme un bon chirurgien dispose ses instruments. Aucun geste inutile. Chaque chose exactement là où elle doit être. Il leur a détaillé la vente du domaine. Il leur a détaillé le bail de l'appartement de Lyon et sa valeur juridique. Il leur a détaillé le document de procuration générale. Et puis il a placé l'article pertinent du Code pénal français juste à côté. L'article qui décrit ce que signifie la tentative de fraude, l'abus de faiblesse ou la rédaction d'un document frauduleux visant à donner à un tiers le contrôle sur les biens d'une personne vulnérable. Il ne l'a pas appelé par son nom. Pas explicitement. Il n'en a pas eu besoin. Le visage de mon fils a fait le travail à sa place. Puis Laurent a fait glisser un deuxième dossier de l'autre côté de la table. Il a tapoté dessus une fois. Mon client m'a également demandé d'aborder la question de vos finances, a-t-il dit en regardant ma belle-fille. Elle s'est raidie. Plus précisément, a dit Laurent, l'arrangement financier qui a existé entre la SCI de mon client et vos comptes joints au cours des 19 derniers mois. Il a ouvert le dossier. Au cours de cette période, mon client a payé, soit directement, soit par le biais d'une subvention de la société, ce qui suit, votre loyer à Lyon, 100% des charges et factures des énergies de cette propriété, l'assurance et la carte grise de votre véhicule, et un virement mensuel sur votre compte chèque joint de 3 000 €, que vous semblez avoir classé dans vos propres registres financiers comme une avance sur héritage. Ma belle-fille a ouvert la bouche. Laurent a levé une main. Elle l'a refermée. Ce n'était pas une avance sur héritage, a déclaré Laurent. Il n'existe aucun document la décrivant comme telle. Il n'y a aucun accord de succession de quelque nature que ce soit. Il s'agissait de versements volontaires de la part de mon client, qu'il n'a aucune obligation légale ou morale de poursuivre, et qui ont été suspendus à compter de cette semaine. Il a fermé le dossier. Le total que vous avez reçu sur 19 mois via ces différents canaux s'élève à plus de 85 000 €. Mon client n'a pas l'intention de réclamer la restitution de ces fonds. Il ne les mentionne que pour s'assurer que nous avons tous une compréhension commune et exacte de la situation. Mon fils a pris sa tête entre ses mains. Ma belle-fille est restée très immobile. Elle avait l'air d'une personne faisant du calcul mental rapide dans une matière où elle avait toujours cru exceller. Laurent m'a regardé. J'y ai hoché la tête. Je n'avais pas encore parlé. J'y ai pris un moment. J'y ai tenu un cœur battant entre mes mains. Je sais ce que l'on ressent quand tout dépend de son sang-froid. J'y ai regardé mon fils en premier. Maxime, ai-je dit. Il a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Je suis ton père depuis 39 ans. J'y ai payé tes études. Je me suis porté garant de ton premier prêt immobilier. Quand les choses ont mal tourné pour votre appartement à Paris, je vous ai donné un endroit où aller. Je n'ai rien demandé d'autre que la courtoisie de base d'être traité comme un homme qui a encore toute sa tête. Il a commencé à dire quelque chose. J'y ai dit, laisse-moi finir. Il s'est tu. Tu t'es assis en face de moi à la table que ta mère avait achetée, et tu as fait glisser vers moi un bout de papier qui m'aurait enlevé mon droit légal de prendre des décisions sur ma propre vie. Et tu es resté assis là à hocher la tête pendant que ta femme me décrivait à quoi ressemblait une brochure pour maison de retraite. J'y ai fait une pause. Je veux que tu comprennes que je sais que tu n'es pas entièrement responsable de ça. Je le sais. Mais j'y ai aussi besoin que tu comprennes que tu n'en es pas entièrement absous pour autant. Tu as 39 ans. Tu as hoché la tête. C'était un choix. Il n'a pas parlé.
Il fixait juste la table. Je me suis tourné vers ma belle-fille. Elle a soutenu mon regard. Je lui accorde au moins ça. Peu importe ce qu'elle était, elle n'était pas lâche dans l'affrontement direct. Je ne vais pas faire le catalogue de ce que vous avez fait, ai-je dit. Vous savez ce que vous avez fait. Vous êtes entré dans cette famille avec un plan, et vous avez été patiente. Et dans une autre vie, dans une situation impliquant quelqu'un de moins fortuné que moi, ça aurait pu marcher. J'y ai laissé planer le silence. Je veux vous poser une seule question, et j'y aimerais une réponse honnête. Elle a attendu. Avez-vous un jour, ai-je demandé, réellement pensé à ce qu'il adviendrait de moi? Pas de l'argent, pas de l'immobilier. De moi, un homme de 68 ans qui vient de perdre sa femme. Est-ce que cela est entré en ligne de compte à un moment donné? Il y a eu un long silence. Elle a baissé les yeux vers la table. Pendant un bref instant, quelque chose a traversé son visage que je n'ai pas pu catégoriser. C'était peut-être de la honte. J'y ai vu suffisamment de visages humains dans des moments graves pour savoir que la honte n'est pas toujours vaine. Je pensais que vous vous en sortiriez très bien, a-t-elle dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Je me suis levé. Laurent s'est levé avec moi. La vente du domaine est actée, ai-je dit. L'appartement de Lyon sera mis en vente le mois prochain. Il vous reste 48 heures sur votre avis d'expulsion. Laurent vous fournira une confirmation écrite de toutes les questions financières en suspens. J'y ai pris ma veste sur le dossier de la chaise. Je veux que vous sachiez que je ne fais pas ça par colère. Je fais ça parce que l'alternative était de passer les dernières années de ma vie comme un meuble dans ma propre maison. Et je préfère de loin être seul dans une chambre des hôtels plutôt que d'être géré par des gens qui me voient comme un actif financier. Mon fils a finalement levé les yeux. Sa voix était très faible. Papa, a-t-il dit. Où vas-tu aller? Je vais les regarder pendant un long moment. Je vais aller dans un endroit où Sylvie a toujours voulu m'emmener, ai-je dit. Elle avait toute une liste. J'y en ai ignoré la majeure partie parce que j'y étais toujours trop occupé. J'y ai enfilé ma veste. Je ne suis plus trop occupé maintenant. J'y ai marché jusqu'à la porte. Je me suis arrêté, la main sur l'encadrement. Je me suis retourné une dernière fois. Maxime, ai-je dit. Appelle ta sœur. Elle s'inquiète pour toi depuis plus longtemps que tu ne le penses, et c'est une personne bien meilleure que ce que nous méritions tous les deux. Je les ai laissés là, dans la salle de conférence de Laurent, au milieu des ruines des implants qui, à la base, avaient toujours été une insulte à la mémoire d'une femme qui les aimait. Quoi qu'il en soit, voici ce que je dois vous dire sur les semaines qui ont suivi, car je pense que c'est la partie la plus importante. Je ne suis pas un homme qui aime la souffrance, ni la mienne, ni celle des autres. J'y ai passé 30 ans à essayer de la prévenir. Je n'ai pas quitté cette salle de réunion en me sentant victorieux. J'y en suis sorti en ressentant quelque chose de plus proche de l'épuisement, et de plus proche de la tristesse. Mon fils et ma belle-fille ont trouvé une location de courte durée en région parisienne. Dès après ce que me dit Camille, ils traversent un processus qui ressemble beaucoup à un règlement de compte entre eux. Avec ce qu'ils ont fait, avec ce que ça leur a coûté, je ne sais pas où cela va mener. Je ne peux pas le prédire. Je peux seulement vous dire que j'y espère que mon fils trouvera le chemin pour devenir l'homme dont il est capable d'être, car j'y ai toujours cru qu'il était capable d'être un homme meilleur que celui qu'il m'a montré cet automne. Et je dois vous dire la chose que j'y ai dite dans cette pièce qui a été la plus difficile à prononcer, et à laquelle j'y ai le plus pensé depuis. J'y ai dit, je sais que tu n'es pas entièrement responsable. Je le pensais sincèrement, car quelque part au fond de ma conscience, je sais que j'y ai fait des erreurs en tant que père. J'y ai donné librement et sans condition. Et je pense que parfois, j'y ai confondu la générosité avec l'amour. Et ce faisant, j'y ai accidentellement appris à mon fils que les ressources arrivent sans effort et peuvent être prises sans en payer le prix. C'est ma faute. Je l'assume. Si j'y avais exigé plus de lui, pas de l'argent, pas des diplômes, juste de la responsabilité, juste d'assumer ses actes, peut-être que nous ne nous serions pas retrouvés dans le cabinet de Laurent. J'y ai 68 ans. J'y apprends encore. Je vous écris ceci depuis un petit hôtel à Santorin, en Grèce. Sylvie a eu une photo de cette falaise sur le mur de son bureau pendant 11 ans. Elle l'avait déchirée dans un magazine de voyage en 1998 et elle avait fait encadrer. Et chaque fois que je lui demandais quand est-ce qu'on irait, elle répondait, quand tu lèveras le pied, Jean-Marc. Je n'ai jamais levé le pied à temps.
Elle est partie avant moi, alors je suis venu sans elle. J'y ai apporté la photo des Alpes. Je me suis assis sur la terrasse le premier matin, avec mon café et la lumière sur Hello, et j'y ai dit à voix haute, doucement, de la manière dont un homme parle quand il est seul et s'adresse à quelqu'un qui n'est pas là, j'y suis arrivé, Sylvie. Je suis désolé d'y avoir mis autant de temps. Je ne sais pas si elle m'a entendu, mais le café était très bon et la lumière sur Hello ressemblait exactement à la photo qu'elle avait découpée dans un magazine il y a 26 ans. Et j'y ai eu toute la matinée pour moi, et celle des après, et celle des après encore. Personne ne prenait les mesures de ma maison pour de nouveaux meubles. Personne ne me demandait de signer quoi que ce soit. Personne ne me regardait en faisant des calculs. J'y étais juste un vieil homme sur une terrasse au soleil, avec toute sa vie en ordre et aucun endroit où il devait obligatoirement être. C'est peut-être à ça que ressemble la victoire. Je n'en suis pas tout à fait sûr. J'y ai passé tellement de temps à être occupé que j'y ai oublié de chercher la réponse. Ce que je sais, c'est ceci. Un homme qui bâtit quelque chose avec 60 ans de travail, de discipline et d'amour a le droit de décider de ce que cela signifie et d'où cela va. Il ne doit à personne un déclin silencieux. Il ne doit pas à ceux qui le sous-estiment la satisfaction d'avoir raison. Il doit à la mémoire de sa femme la dignité de ne pas être effacée. Et il se doit à lui-même, à 68 ans, un matin de paix sur une terrasse au soleil, sans que personne ne lui demande quoi que ce soit. Je rentrerai au printemps. Je n'ai pas encore décidé où sera ma maison. C'est quelque chose que je prendrai le temps de découvrir doucement.